Salut, c'est Zabaï, commençons tout de suite par le numéro 10, peine capitale. Lorsque nous pensons à l'Égypte ancienne, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les pyramides et les momies. Mais accrochez-vous à votre char car vous allez découvrir une toute nouvelle facette de cette ancienne civilisation. Tout d'abord, les Égyptiens avaient un profond respect pour la vie et son caractère sacré. Aussi, lorsqu'il s'agissait de sanctionner l'atteinte à la vie, ils ne plaisantaient pas. Le meurtre était divisé en deux catégories, le meurtre intentionnel et le meurtre involontaire. Et évidemment, le meurtre intentionnel étant le délit le plus grave. Et les Égyptiens faisaient un exemple de ceux qui commettaient un meurtre délibéré. Par exemple, si un père tuait son propre fils ou sa propre fille, son corps était attaché au cadavre de sa victime pendant près de 3 jours, jusqu'à décomposition. Et si un fils ou une fille tuait l'un de ses parents, il ou elle était brûlé vif ou vive. Oui, c'est bien ça, brûlé vif, tu parles d'une sanction sévère. Mais il n'y avait pas vraiment que le meurtre qui était puni de façon très sévère. Gare aux pilleurs de tombes, car si vous étiez pris en train de voler dans les tombes, vous pouviez vous retrouver en proie aux crocodiles ou être empalé. Et si vous pensiez que couvrir un meurtre était une bonne idée, détrompez-vous. Quiconque dissimulait des informations ou aidait à dissimuler un meurtre était passible d'un procès et risquait de se voir infliger la même peine que le meurtrier. Il s'agit là d'une sérieuse culpabilité par association. Mais tout n'était pas aussi sombre. L'homicide involontaire n'était pas passible d'une peine spécifique, mais l'auteur devait faire amende de son crime, en faisant des offrandes, en demandant pardon à la famille de la victime et en versant une compensation appropriée. Il s'agit presque d'un précurseur de l'idée moderne de justice réparatrice. Cependant, il y avait un crime particulièrement odieux aux yeux des Égyptiens. Celui de tuer un animal ayant une signification religieuse symbolique. Et si vous le faisiez de façon délibérée, vous risquiez tout simplement le châtiment ultime, l'exécution. Mais il ne faut pas oublier que l'Égypte ancienne a duré plus de 3000 ans, de sorte que les lois et les législateurs ont beaucoup changé avec le temps, mais aussi d'une région à l'autre. Et la première forme de droit au niveau régional était bureaucratique pendant l'Ancien Empire, entre 2613 et 2181 avant Jésus-Christ. Les juges étant pour la plupart des cas des prêtres qui conféraient avec leur Dieu pour parvenir à un verdict plutôt que d'évaluer les preuves et d'écouter les témoignages. Mais pendant le Moyen Empire, des juges professionnels présidaient les tribunaux et le système judiciaire fonctionnait selon un paradigme plus rationnel et plus proche de notre définition moderne de la justice. Cette période a également vu la création de la première force de police professionnelle qui faisait respecter la loi et mettait les suspects en détention et témoignait devant les tribunaux. C'est pourquoi les cas évoqués dans cette vidéo ne sont pas des règles générales, mais plutôt des cas spécifiques documentés. Numéro 9. Adultère. Préparez-vous à plonger dans les détails croustillants de l'adultère dans l'Égypte ancienne. Croyez-le ou non, ce sujet tabou était en fait considéré comme un crime religieux à l'époque et la punition était très sévère. Et nous parlons ici de la peine capitale encore une fois. Selon les écrits de Ptah-Hotep, les hommes étaient avertis qu'ils ne devaient pas être fascinés par les femmes car cela pouvait les amener à leur perte. Il va même jusqu'à dire qu'un millier d'hommes ont péri à cause de leur relation avec les femmes. C'est dire si l'avertissement est de taille. Et lorsqu'il s'agit d'un adultère avec une femme mariée, les Égyptiens considèrent que c'est un crime qui mérite la mort. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'ils pensaient qu'il était plus facile de commettre un autre péché après avoir commis un adultère. Et pour éviter que l'immoralité ne se répande dans la société, ils ont donc opté pour le châtiment suprême. Si le crime était commis par une femme mariée, son mari avait le droit légal de la punir ou de lui pardonner ou de laisser au tribunal le soin de décider s'il l'avait accusée sans preuve. Mais voici où les choses deviennent encore plus dérangeantes. La peine infligée à l'homme impliqué dans l'adultère était beaucoup plus légère que celle infligée à la femme. Pourquoi? Parce que les Égyptiens estimaient que la faute incombait en premier lieu à la femme, comme par hasard. Ainsi, alors que les femmes étaient condamnées à mort, les hommes ne recevaient que 1000 coups. Rien que ça. Mais je suppose que c'est toujours mieux que la peine de mort. Numéro 8. Vol et châtiment. Parlons du vol et de ses sanctions dans l'Égypte ancienne. À l'époque, si vous étiez pris en train de voler les biens personnels de quelqu'un, vous pouviez vous attendre à payer une lourde amende pouvant aller jusqu'à 2 ou 3 fois la valeur des biens volés.
Mais si vous étiez assez fou pour voler des biens publics, vous deviez vous préparer à payer près de 180 fois la valeur de ce que vous aviez dérobé. Voilà qui risque de décourager les voleurs en herbe. Mais la punition ne faisait que commencer. Une fois pris, vous devez restituer les biens volés et avouer votre crime. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intenses. Les voleurs étaient brutalement battus à coups de poing, devaient prêter serment et étaient même parfois jetés dans la rivière pour que les crocodiles s'en donnent à cœur joie. Voilà qui a de quoi faire froid dans le dos. Et si vous pensiez que c'était déjà assez pénible, écoutez ceci. La sentence entière était exécutée au vu et au su de tout le monde. Donc si vous espériez garder le silence sur vos larcins, détrempez-vous, car votre honte sera exposée à la vue de tous. Et dans certains cas extrêmes, le vol pouvait même conduire à l'exil ou au bannissement de la communauté. Ce châtiment était réservé aux récidivistes ou à ceux qui avaient commis des vols particulièrement graves. Il est très fascinant de voir comment les civilisations anciennes traitaient le crime et la punition, même si leurs méthodes peuvent nous paraître de notre point de vue assez extrêmes. Numéro 7. La ville des sans-nez. Saviez-vous que dans l'Égypte antique, il y avait une ville tout entière connue sous le nom de Rhinocolura qui était remplie de criminels sans nez, du moins selon la légende et le folklore. Selon les légendes des écrivains antiques Strabon et Diodore de Sicile, cette ville était située dans l'actuelle ville d'El-Arish, à plus de 300 km du Caire. La fondation de la ville serait attribuée à un certain roi Actisane, personnage légendaire à l'authenticité historique assez douteuse. Apparemment, si vous aviez commis un crime dans l'Égypte ancienne, vous auriez pu échapper à la mort, mais vous n'auriez pas échappé au châtiment. Vous auriez été envoyé à la Rhinocolura, où votre nez aurait été amputé pour que tout le monde puisse voir que vous étiez un criminel. Mais quelle était donc la raison de cette punition ? Selon les mêmes légendes, les criminels envoyés à la Rhinocolura étaient des hommes qui avaient été reconnus coupables de vol. C'est une punition plutôt sévère si vous voulez mon avis, mais apparemment, les Égyptiens de l'Antiquité prenaient leurs lois et leur système judiciaire très au sérieux. Mais cette légende nous plonge aussi dans les croyances médicales de l'époque, puisque selon les mêmes récits, les descendants des criminels n'auraient pas subi les répercussions génétiques de la mutilation de leurs parents. Ce qui prouve bien que les Égyptiens craignaient que des mutilations ne soient transmises à la génération suivante. C'est pour cette raison qu'ils précisent que les traits distinctifs de ces personnes n'ont donc pas été transmis à leurs descendants et il reste fascinant de se plonger dans les anciennes légendes, folklore et croyances de l'époque. Numéro 6. Trahison. Dans l'ordre des choses, peu de crimes peuvent être considérés comme aussi graves et impardonnables que la trahison. Dans l'Égypte ancienne, la peine encourue pour un tel crime était la mort pure et simple, peu importe que l'on soit haut placé ou bas placé, que l'on soit né proche ou éloigné du souverain. Si vous conspiriez contre le royaume, vous payez le prix fort. Et en réalité, il n'existe pas de mot égyptien pour désigner la trahison, mais seulement des paraphrases telles que grand crime méritant la mort, grande abomination du pays, ou encore abomination de tous les dieux. Prenez par exemple l'histoire du roi Ramsès III et de sa femme Tiye. Le roi, comme c'est d'ailleurs le cas pour de nombreux monarques, devait choisir un héritier pour son trône. Et cela n'a pas vraiment plu à Tiye. Il avait d'autres projets. Il voulait que son fils, Pentahour, devienne le prochain souverain. Il a donc comploté pour assassiner son propre mari, le pharaon. Et bien que le roi ait été assassiné par égorgement, le complot a échoué. Un tribunal spécial a été créé et les coupables ont été punis. Les instigateurs sont condamnés à mort. Les autres sont autorisés à se suicider. Et d'autres encore sont condamnés à se faire couper le nez et les oreilles. Et si vous pensiez que la punition ne pouvait pas être pire, détrempez-vous. Non seulement les traîtres ont été exécutés, mais ils n'ont même pas eu le droit à un enterrement digne de ce nom. C'est exact. Pas de dernière demeure pour ceux qui ont osé s'opposer à sa majesté. Leurs corps ont été jetés dans la rivière comme des déchets. Et c'était le véritable châtiment ultime pour les Égyptiens. Et dans un autre cas de trahison, impliquant le roi Osorkon III de la 23e dynastie, Osorkon tue lui-même les coupables capturés sur place et brûle les cadavres. Il n'y avait pas de procès judiciaire. Mais il n'existe pas de preuves directes des cas de lèse-majesté et de leurs sanctions.
Mais selon un protocole judiciaire de Der el-Médine, près de Thèbes, datant de la période de la 19e dynastie, un ouvrier est accusé d'avoir insulté le roi, mais sa punition est inconnue. Un seul et unique texte fournit des informations directes sur la désertion. Le fonctionnaire de la 26e dynastie, je vous laisse lire son nom, raconte dans sa biographie que des mercenaires étrangers ont déserté, mais qu'il les a ramenés au roi, qu'il les a massacrés sur place. Donc réfléchissez à 2 fois avant de comploter contre le royaume. Numéro 5. Travaux d'esclaves. Dans l'Égypte ancienne, les sanctions pour les crimes n'étaient pas une partie de plaisir. Au lieu d'enfermer les criminels, les Égyptiens les soumettaient aux travaux les plus pénibles qui soient. Imaginez que vous soyez condamné à passer toute la journée, chaque jour, dans la chaleur torride du désert, à extraire du granit dans les carrières. Tel fut le sort de nombreux criminels réduits en esclavage et contraints de travailler à la construction des pyramides et d'autres temples et constructions égyptiennes. Et bien que de nombreuses personnes pensent que les pyramides ont été construites exclusivement par des esclaves, les historiens affirment que ce sont des artisans qualifiés qui ont réalisé la majeure partie du travail. Cependant, les criminels ont joué un rôle majeur dans ces tâches monumentales. Ils étaient considérés comme une équipe permanente et avaient la tâche éreintante de découper des millions de blocs de pierre dans les falaises, qui allaient être utilisés pour construire la grande pyramide de Gizeh. En fait, 2 300 000 blocs de pierre ont été extraits pour la seule construction de cette pyramide. Cela démontre à quel point les conséquences du crime étaient lourdes dans l'Égypte ancienne. Alors que les artisans rémunérés qui construisaient les pyramides ne travaillaient sur le projet que 2 mois par an, les prisonniers n'avaient aucun jour de congé. Mais les criminels n'étaient pas les seuls à devoir travailler sur les pyramides. Le travail forcé était très répandu dans l'Égypte ancienne, car il était plus intéressant de faire travailler les coupables que de les emprisonner. Plutôt que de les enfermer, on les faisait travailler dans les mines d'or du désert oriental, ou on les menaçait d'exil en Nubie, l'actuel nord du Soudan. De nombreux criminels étaient même réduits en esclavage et utilisés comme ouvriers agricoles ou domestiques. Mais le travail le plus éreintant était sans aucun doute l'extraction du granit dans les carrières. Ce travail exigeait énormément de force physique dans des conditions extrêmes qui pouvaient entraîner des blessures graves, voire la mort. Numéro 4. Corruption. Si la corruption a fait couler autant d'encre, c'est parce que cette pratique douteuse avait un impact très négatif sur l'ensemble du processus administratif, créant le chaos et le désordre au sein du gouvernement égyptien. En réalité, certains greffiers corrompus allaient jusqu'à voler des dossiers dans les archives judiciaires pour dissimuler leurs propres crimes. Mais la corruption n'était pas seulement un problème pour les fonctionnaires. Il s'agit d'un problème très répandu qui touchait tous les niveaux de la société. Les personnes fortunées utilisaient leur argent pour corrompre les fonctionnaires afin d'obtenir des faveurs spéciales ou d'éviter d'être sanctionnés pour leurs crimes. Et si vous n'aviez pas les moyens de corrompre pour vous tirer d'affaire, vous n'aviez pas de chance. Mais les conséquences de la corruption ne s'arrêtaient pas au niveau individuel. Elle avait un impact négatif sur la société dans son ensemble, car les fonctionnaires corrompus abusaient de leur pouvoir et négligeaient leurs devoirs, ce qui entraînait un dysfonctionnement du processus administratif. Mais les sanctions pour corruption n'étaient pas non plus une plaisanterie. Si l'on était pris en flagrant délit de corruption, on pouvait s'attendre à être humilié publiquement et dépouillé de son rang et de son titre, réduit au rang le plus bas, celui de fermier. Le message était très clair, la corruption n'était pas tolérée dans l'Égypte ancienne, mais en dépit de ses graves conséquences, la corruption a toujours sévi dans la société. Même des criminels notoires, comme les voleurs et les pilleurs de tombes, parvenaient parfois à se soustraire aux sanctions par la corruption, suscitant par la même occasion l'indignation et la frustration de l'ensemble de la population. Mais il est fou de penser qu'il y a des milliers d'années, les gens étaient déjà aux prises avec des problèmes de corruption et des pots de vin. Mais la punition était certainement plus sévère à l'époque, indiquant clairement que de tels actes ne seraient pas tolérés. Numéro 3. Les châtiments corporels. Les châtiments corporels faisaient fureur à l'époque. Et nous ne parlons pas vraiment d'une petite tape sur les doigts, non, il s'agit de véritables coups de bâton, coups de fouet ou même de lynchage public, et il s'agit de 10, 20 et ça peut aller jusqu'à 1000 coups. Mais attendez, il y a pire.
La punition ne se limitait pas à une bonne vieille bastonnade. Oh non. Les Égyptiens ont fait preuve de créativité en matière de discipline. Ils pratiquaient également le marquage au fer rouge et la mutilation. Les délinquants se faisaient trancher le nez et les oreilles en conséquence de leurs crimes. Et comme si cela ne suffisait pas, les coupables étaient souvent attachés au pilori ou mis sous le jour pour être humiliés en public. Vous pensez que tout cela est moche? Attendez, les choses deviennent encore plus sordides. Des reliefs de tombes montrent en effet des personnes battues, et pas seulement dans le cadre de leurs fonctions officielles. Non, non. Il s'agit de passages à tabac privés de subordonnés qui se sont probablement produits bien plus souvent qu'ils ne l'auraient dû. Et si vous pensiez que ces punitions n'étaient qu'une simple tape sur les doigts, détrompez-vous. De nombreux squelettes découverts à cette époque présentaient de multiples fractures osseuses qui ne peuvent être interprétées que comme le résultat de coups sévères et brutaux. En réalité, une grande partie de la population de l'île d'Éléphantine de l'Ancien Empire et de la première période intermédiaire a souffert de ce type de torture. Mais ce n'est pas tout. Les marques et les mutilations ne sont peut-être pas visibles sur les squelettes, mais nous disposons d'un modèle de sculpteur représentant un homme dont le nez a été amputé. On peut donc dire que les Égyptiens de l'Antiquité ne plaisantaient pas avec la justice et qu'ils en abusaient parfois même. Numéro 2. Punition pour vol. Comme nous l'avons déjà évoqué dans cette vidéo, dans l'Égypte ancienne, l'un des crimes les plus odieux était le vol de biens publics. En particulier, si l'objet avait une valeur religieuse ou culturelle très importante. Les Égyptiens considéraient que voler un bien public équivalait à voler les dieux et constituait donc un délit grave qui justifiait une punition très sévère. Si quelqu'un était reconnu coupable de vol de biens publics, la peine pouvait atteindre jusqu'à 180 fois la valeur des objets volés, comme nous l'avons dit précédemment. Mais cela ne s'arrête pas là. L'accusé se voyait ordonné de restituer les biens volés après avoir avoué le crime et recevait souvent une correction publique consistant en une série de coups de poing en guise de punition. Dans certains cas, si l'objet volé est particulièrement précieux, l'accusé peut être jeté dans la rivière pour être dévoré par les crocodiles. Et l'ensemble de la peine est exécuté devant tout le monde, et ce, en guise d'avertissement pour ceux qui envisageaient de commettre des crimes similaires. Mais le vol de biens publics n'était pas le seul crime sévèrement puni. Dans l'Égypte ancienne, le pillage de tombes était également considéré comme un délit très grave, surtout si la tombe appartenait à une personnalité royale, comme un pharaon, une reine ou un prince. Le pillage de sépultures était passible de la peine de mort car il s'agissait d'un crime contre l'État. Toutefois, dans certains cas, la peine était réduite à l'amputation des mains ou à une centaine ou plusieurs centaines de coups de bâton si la momie n'était pas touchée. Très clément. Et pour se prémunir contre toute agression, des lois spéciales ont été créées pour protéger les tombes des pharaons, et toute personne surprise à les enfreindre s'exposait à de très lourdes conséquences. Le vol d'un temple, qu'il s'agisse d'un objet ou d'un animal, est également sévèrement puni, 100 coups et 100 fois l'amende habituelle. Même ceux qui tardaient à résoudre le problème, comme les juges qui ne rendaient pas une justice rapide, n'étaient pas épargnés par les sanctions. Dans un cas, le juge de la ville de Matra a reçu 100 coups et a été démis de ses fonctions, en plus d'être placé comme agent de culture. Dans l'Égypte ancienne, la justice était rapide et sévère, sans aucune indulgence pour ceux qui violaient la loi. Les Égyptiens estimaient que ces peines sévères étaient nécessaires pour maintenir l'ordre et empêcher quiconque de commettre des crimes similaires à l'avenir. Ces punitions peuvent nous sembler extrêmes aujourd'hui, mais elles faisaient partie intégrante du système juridique égyptien et ont joué un rôle crucial dans le maintien de leur civilisation pendant des milliers d'années. Numéro 1. Humiliation publique et faux témoignage. Être accusé d'un crime est un moyen infaillible de ruiner sa réputation, et ce, même s'il en était finalement innocenté. Les suspects voyaient leur nom consigné dans un registre, ce qui les désignait comme des personnes impliquées dans un litige ou une infraction, ce qui pouvait entraîner une vie entière de honte et d'embarras. Et afin que les témoins ne prennent pas cette responsabilité à la légère, les peines encourues en cas de faux témoignage étaient extrêmement sévères. C'est un peu comme si la loi comprenait parfaitement l'impact qu'une réputation ternie peut avoir sur la vie d'une personne. Les faux témoins étaient soumis à toute une série de châtiments sévères et extraordinaires, allant de l'amputation à la noyade. Il est clair que le système judiciaire est prêt à aller très loin pour s'assurer que seule la vérité est prononcée dans la salle d'audience.
Et compte tenu de la gravité des crimes qui pouvaient être commis, il n'est pas surprenant que les peines infligées pour les délits les plus graves soient tout aussi sévères. Par exemple, les personnes reconnues coupables d'agression ou d'attentat à la pudeur risquaient l'ablation de leurs parties intimes. C'est un rappel brutal de la sévérité et de la rigueur du système judiciaire de l'Antiquité. En bref, la punition pour avoir menti ou accusé quelqu'un à tort n'était pas prendre à la légère. Dans une société où la réputation était primordiale, le risque d'être déshonoré à vie suffisait à faire réfléchir à 2 fois avant de se présenter à la barre. Et avec des peines allant de l'amputation à la mort, il n'y avait tout simplement pas de place pour la malhonnêteté dans la salle d'audience. Et le buste le plus célèbre au monde cache un sombre mystère qui a laissé les scientifiques sans voix. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.